Je vous remercie beaucoup et tout en remerciant vivement les intervenants qui, en toute sincérité, m'ont appris beaucoup, je voudrais surtout remercier Agricole pour ce que j'ai perçu lors de notre rencontre. Au-delà de la modestie d'une expérience, je pense que pour moi l'important n'est pas là. L'important, il est dans quelque chose que l'on ferait bien d'apprendre dans les écoles de droit, dans les facultés de droit, c'est que être juge, c'est surtout apprendre à regarder et apprendre à écouter. Je dois bien vous dire que j'avais bien préparé quelques notes et au fur et à mesure de cet enrichissement réciproque, je les oublie pour essayer d'en venir avec vous à l'essentiel. Et en écoutant les agriculteurs qui sont ici présents, quelle que soit leur spécialité, il y a un souvenir qui me revient. Oh, il y a bien 35 ans. C'était dans un joli village, très proche familialement, qui s'appelle Ciplane, sur la vallée de la Semois. Et un cousin me montre le soir en rentrant une chose et une sensibilité que je n'avais moi jamais perçue comme telle. Regarde, dit-il, c'est le troupeau d'un tel qui rentre. Et quand on a un bétail pareil, ce n'est possible que parce qu'on arrive au terme de sa carrière et on a pu construire, au sens le plus noble du terme, un vivant qui est beau, qui a de la valeur, dans lequel on s'est investi. Je pense que, dès le départ, vous avez mis l'accent, et ça a été suivi par mes collègues qui ont pris la parole, sur cette dimension du vivant, qui n'est sans doute qu'une des caractéristiques du métier qui est le vôtre. Une autre caractéristique, celle-là m'inquiète, car, et fort heureusement, s'il demeure l'institution du notariat pour conseiller, pour bien conseiller, s'il demeure des initiatives, on nous a parlé d'Agrifine, mais peut-être aussi toutes les compétences qui se réunissent autour d'Agricole, il faut bien constater que le droit n'est peut-être pas tout à fait en conformité. Et je pense que les intervenants, tous les trois, ont insisté sur ce plan-là. Alors mes conclusions, elles viennent de quelqu'un qui, quelque part, n'a pas tout à fait sa place ici. Je n'ai pas ma place parce que le juge, c'est l'ultime recours. Et je pense que dans les interventions ressort ce qui m'a été signalé, la peur de la justice. Là, je pense que je suis interpellé. Je pense surtout que je dois comprendre. Et puisque c'est une législation que je pratique, le surendettement, depuis que nous en sommes titulaires, depuis 25 ans, en toute sincérité, j'ai 3 réflexions. La première, c'est une réflexion qui est souvent partagée avec l'auteur de la législation. Et quand on a à ce point investi les textes, qu'on les a confrontés à la réalité,
et demain je donne une conférence sur ce thème-là, mais pas en parlant du surendettement, croyez bien une chose, c'est que notre première conviction, c'est la pauvreté du droit. Ce n'est que du droit. Mais nous n'avons que cela. Et si cela est dit, il demeure que vous aurez compris la conséquence, et notamment à travers les instruments que l'on peut mettre en œuvre, qui consistent à valoriser toute formule amiable par rapport à toute formule judiciaire. On connaît l'adage, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je le dis, et je pense pouvoir le dire. Et ce n'est pas tout. Parce qu'en définitive, je n'ai pas tout à fait ma place ici, dans la mesure où je suis venu avec 2 valises. Une toute petite et une très grosse. La toute petite, elle permet de répondre à la question qui a été posée. Tout compte fait, puisque au jour d'aujourd'hui, de bilan judiciaire sur le sujet en termes de procédure collective, parce qu'il y a surendettement, on ne peut faire un bilan que sur le surendettement. Évidemment, au niveau d'une cour, on a moins qu'au niveau d'un tribunal, mais si ma mémoire ne défaille pas trop, c'est ma toute petite valise. J'ai peut-être 4-5 dossiers en 25 ans. Ce qui veut donc dire, et ça je le sais par le biais des CPS et d'autres institutions, que sans doute l'essentiel se situe ailleurs. Tant mieux, si cela réussit. Mais quoi qu'il en soit, dans ces quelques affaires, et la dernière me viendra, plus que vraisemblablement, à l'audience lundi prochain, eh bien, ça me laisse des souvenirs intenses. Et où, effectivement, avec toutes des structures d'accompagnement, on essayait de trouver des formules qui sauvaient l'entreprise. Le terme est inadéquat, en définitive. Et je dois mettre en évidence que ce qui a été mis en évidence par Maître Royen est juste. C'est que la procédure du surendettement, elle donne du temps au temps. La procédure du surendettement, elle permet de travailler avec une énorme souplesse qui a été voulue par le législateur, et une souplesse qui est tout entière, et ça a été dit également, centrée sur le concept de dignité humaine. Et il y a ici des spécialistes de la matière, je ne parle pas en vide. Reste une inquiétude que j'ai, ça je dois bien le dire. Pour la personne qui est dans cette situation de se présenter devant le juge, c'est une épreuve, évidemment. Il doit être mis à l'aise. De grâce, je pèse mes mots. Ne faisons pas des juridictions des lieux de moralisation. Parce que de toute manière, une des caractéristiques de l'agriculteur, c'est une revendication d'honorabilité, en fonction des traditions qui sont les siennes. Et les problèmes d'argent dont M. le ministre Collin et d'autres intervenants ont mis en évidence qu'ils étaient de plus en plus prégnants, M. insisté tout à l'heure sur ce plan-là, ne font évidemment que créer une distorsion entre des valeurs et une réalité économique qui ne permet plus de soutenir l'institution. Pour ceux et celles qui parmi vous sont du métier, vous avez, je ne sais pas si vous le savez, un collègue qui est journaliste au Figaro et qui a mesuré que, au jour d'aujourd'hui, le taux de suicide est extraordinairement important dans le monde de l'agriculture. Monsieur le professeur Depage, conscient bien sûr de tous ces problèmes, dit « Et le recours au juge,
il faut espérer une certaine intelligence. Mais il concède également que si on peut trouver la formule avant, tant mieux, il a raison. Votre inquiétude par rapport au judiciaire, elle est justifiée. Pour 4 raisons. La première raison, c'est le facteur temps. On en a parlé. Avec peut-être une évolution qui n'est pas très heureuse. La deuxième inquiétude, c'est le coût. Mais sur ce plan-là, en matière de règlement collectif de dette, ça mériterait d'avoir une connaissance de la jurisprudence et de penser qu'il y a quand même un encadrement. Mais enfin, je retiens l'hypothèse. La troisième inquiétude, et je crois que le point a été soulevé également, c'est l'aléa judiciaire. Quel est le résultat? Là, c'est une question qui est plus complexe. Elle est plus complexe parce que tout à la fois, je peux la rencontrer positivement. C'est d'essayer de faire un costume sur mesure, qui n'est pas le costume de l'autre. Pour les juristes, article 6 du Code judiciaire. Mais d'un autre côté, il est vrai aussi que nous devons veiller à une unité de jurisprudence, ce que nous essayons, je crois, fort activement, avec mon collègue de la Cour du travail de Mons, M. Bédoré, pour essayer de donner des réponses qui soient cohérentes et surtout prévisibles. Et puis le quatrième aléa judiciaire, c'est l'aléa d'un certain nombre d'intervenants qui vont d'ailleurs provoquer la procédure judiciaire. Ça a été dit avec beaucoup d'humour par Maître Royen. Madame la Présidente m'a autorisé une certaine liberté de parole. C'est vrai que sur ce plan-là, je la conserve. N'a-t-on pas parlé de ce mot étonnant, de la déconfiture et de l'huissier de justice qui passe? Eh bien, je peux vous dire que dans de nombreux dossiers, je suis inquiété de voir tout le pot de confiture qui est parti. Et qui provoque la procédure. Et là, il y a un contrôle à faire. Voilà un petit peu les quelques réflexions que je voulais vous faire à brûle-pourpoint. J'en avais vraiment bien d'autres. Et puisque j'ai certainement dépassé mon temps de parole, mais ça, c'est le problème des juges. Ils ne peuvent pas parler à l'audience, ils parlent quand on leur donne l'occasion. C'est 2 choses. La première, j'ai parlé d'une petite valise, j'ai pas parlé de la grosse. La grosse, quelque part, j'ai envie de vous la remettre. Parce que s'il s'agit de faire de la prévention, là, la jurisprudence est intéressante. Et elle l'est en particulier par rapport aux instruments financiers. C'est l'observation et la proposition que je voulais faire parmi d'autres, mais ça, nous en reparlerons. Et puis, je vais vous lire quelque chose qui fait un peu peur. Ça a été dit le 9 juillet 1849. Alors, la date est importante parce que il y a quelques aspects surannés. Voici ce qui est dit, je voudrais qui après, évidemment. Et pourquoi? Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Et je ne le dis pas pour l'Irlande, je ne le dis pas pour le Moyen-Âge, non, je le dis aujourd'hui à Paris. C'est à Paris que ça a été dit.
Comment vais-je donc guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Occasion qui nous est donnée. Et voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs, que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément. Le passé, on peut peut-être le reconsidérer à la lecture de ces pages. Eh bien, monsieur, ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je ne dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence et toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base un ordre moral consolidé. Et il faut absolument annihiler cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement, l'homme méchant ayant pour collaborateur fatal l'homme malheureux. Je vous cite ce texte de Victor Hugo, qui est un texte qui a été prononcé au Parlement, parce que c'est le texte qui a inspiré la loi sur le règlement collectif de dette. Et que j'estimais qu'en lui-même, il portait pour les avocats et pour les juges un devoir de conscience. J'en ai donc terminé, avec des accents graves, peut-être avec des accents romantiques. J'en terminerai surtout avec un hommage qui a été rendu par Maître Royen. Oublions donc le Code Napoléon, puisque voici l'empereur Gaines. Venant de la bouche d'un magistrat, vous allez vous inquiéter. Mais il a corrigé tout de suite, car en fait, il a placé Gaines entre Abin et Abel et Caïn. Je vous remercie.